Le 1er juin 2009, au milieu de l'océan Atlantique, un avion moderne transporte 228 personnes vers Paris. À bord, tout semble normal. Les passagers dorment, les hôtesses poursuivent leur service, les pilotes surveillent les instruments. Rien ne laisse présager la catastrophe. Pourtant, dans quelques minutes, cet avion va disparaître. Sans explosion, sans détournement, sans appel de détresse, sans qu'aucun contrôleur aérien ne comprenne ce qui est en train de se produire. Pendant des années, cette disparition va devenir l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Comment un Airbus A330, considéré comme l'un des avions les plus sûrs du monde, a-t-il pu tomber du ciel ? Comment un équipage expérimenté a-t-il pu perdre le contrôle d'un appareil aussi sophistiqué ? Et surtout, pourquoi a-t-il fallu près de 2 ans pour découvrir ce qui s'était réellement passé dans le cockpit ? Lorsque les enquêteurs retrouveront enfin les boîtes noires au fond de l'Atlantique, la vérité qu'elles révéleront dépassera tout ce que l'on imaginait. Car ce qui a condamné le vol Air France 447 n'était ni une explosion, ni un acte terroriste, ni une panne majeure. C'était quelque chose de beaucoup plus inattendu. Quelque chose qui pouvait arriver en seulement quelques secondes. Cette nuit-là, 228 personnes embarquent pour ce qui devait être un simple vol entre Rio de Janeiro et Paris. Aucune d'entre elles n'imagine qu'elle va entrer dans l'histoire. Le 31 mai 2009, l'aéroport international de Rio de Janeiro est animé comme à son habitude. Parmi les nombreux appareils présents sur le tarmac se trouve un Airbus A330 d'Air France. Son numéro de vol est AF 447. Sa destination, Paris. À son bord prennent place 216 passagers et 12 membres d'équipage. Parmi eux se trouvent des familles, des touristes, des hommes d'affaires, des étudiants et des enfants. Tous ont des projets. Tous ont prévu d'arriver en France le lendemain matin. Personne n'imagine qu'aucun ne reverra jamais la terre ferme. L'appareil est récent. Il est parfaitement entretenu. Aucun problème technique majeur n'a été signalé. Les 3 pilotes possèdent plusieurs milliers d'heures d'expérience. Sur le papier, tout semble idéal. À 19h29, heure locale, l'Airbus quitte Rio de Janeiro. Le voyage commence. Et durant plusieurs heures, rien d'anormal n'est signalé. Mais alors que l'avion progresse au-dessus de l'Atlantique, les pilotes aperçoivent devant eux une vaste zone orageuse. Une zone que tous les équipages connaissent. Une région redoutée pour ses turbulences et ses nuages géants. Ils décident de la contourner. Une décision parfaitement normale. Pourtant, c'est à partir de ce moment que les événements vont prendre une tournure inattendue. Dans quelques minutes, une série de messages automatiques va être envoyée par l'avion. Des messages qui vont plonger les enquêteurs dans l'incompréhension pendant des années. Au moment où le vol Air France 447 contourne les cellules orageuses qui barrent sa route au-dessus de l'Atlantique, rien ne laisse encore penser qu'une catastrophe est imminente. L'Airbus poursuit sa trajectoire, les moteurs fonctionnent normalement, la structure de l'appareil ne présente aucun défaut apparent. Et pourtant, quelque chose commence à se dérégler. Quelque chose d'invisible. Quelque chose qui ne produit ni explosion, ni fumée, ni bruit inquiétant. Dans le cockpit, l'équipage surveille attentivement les instruments. À l'extérieur, l'obscurité est presque totale. À plusieurs milliers de mètres d'altitude, au-dessus de l'océan, il n'existe aucun repère visuel. Pas de ville, pas de lumière, pas d'horizon visible. Seulement la nuit. Une nuit profonde et des nuages gigantesques. Quelques minutes après avoir pénétré dans cette zone perturbée, l'Airbus va commencer à transmettre des messages automatiques. Des messages qui deviendront plus tard l'une des clés les plus importantes de toute l'enquête. Les messages fantômes. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, un avion moderne ne communique pas uniquement par radio.
À bord de l'Airbus A330 se trouve également un système capable d'envoyer automatiquement des informations techniques vers le sol. Ce système s'appelle ACARS. Pour les compagnies aériennes, il agit comme une sorte de messager électronique. Lorsque tout fonctionne correctement, il transmet discrètement des informations de routine. Mais lorsqu'une anomalie apparaît, il devient un témoin silencieux de ce qui se passe à bord. Cette nuit-là, à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, les serveurs d'Air France commencent soudainement à recevoir une série de messages inhabituels. Un premier signal, puis un second, puis un troisième, puis encore d'autres. Au début, personne ne comprend réellement leur signification. Ces alertes semblent isolées, techniques, sans lien évident. Mais lorsque les enquêteurs les analyseront plus tard, ils découvriront qu'elles racontaient déjà l'histoire de la catastrophe. Une cascade d'alertes. Les messages ACARS continuent d'arriver, les uns après les autres, à un rythme inquiétant. Plusieurs systèmes essentiels signalent des anomalies. Des équipements cessent de communiquer correctement. Certaines fonctions se désactivent. D'autres passent dans un mode dégradé. Pour les spécialistes qui étudieront ces données des années plus tard, une chose saute immédiatement aux yeux. Les alertes semblent apparaître en chaîne, comme si un événement initial avait déclenché une réaction en cascade, comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Pour les spécialistes, une chose saute immédiatement aux yeux. Les alertes semblent apparaître en chaîne, comme si un événement initial avait déclenché une réaction en cascade, comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Mais quel a été le premier domino? Voilà toute la question. Les indications de vitesse deviennent incohérentes. Parmi toutes les anomalies enregistrées, l'une attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Les instruments chargés de mesurer la vitesse de l'avion commencent à fournir des informations incohérentes. Pour un avion moderne, la vitesse est une donnée fondamentale. Elle influence pratiquement toutes les décisions prises par les systèmes automatiques. Et surtout, elle permet aux pilotes de savoir exactement dans quelles conditions ils volent. Imaginez un instant conduire une voiture en pleine nuit. Soudain, votre compteur de vitesse commence à afficher des chiffres contradictoires. Puis, il cesse complètement de fonctionner. Vous ignorez si vous roulez à 50 km/h, à 120 ou à 200. C'est une situation extrêmement déstabilisante. Et dans un avion évoluant à plus de 10 000 mètres d'altitude, les conséquences peuvent devenir dramatiques. La dernière trace. Puis, brusquement, les messages cessent. Plus rien. Le dernier message automatique envoyé par l'Airbus atteint les serveurs d'Air France. Après cela, le silence. Un silence absolu. L'appareil se trouve alors au milieu de l'Atlantique, loin des côtes, loin des radars terrestres, loin de toute aide immédiate. Personne au sol ne sait encore que 228 vies sont peut-être en danger. Personne n'imagine que l'avion est en train de vivre ses dernières minutes. Les données existent, les messages existent, les alertes existent. Mais il manque encore une pièce essentielle du puzzle, la plus importante de toutes. Car malgré cette succession impressionnante d'anomalies, malgré tous ces messages envoyés automatiquement, malgré l'urgence apparente de la situation, les enquêteurs vont découvrir quelque chose d'incompréhensible. Aucun appel de détresse n'a été lancé. Aucun Mayday. Aucune demande d'assistance. Aucun message radio expliquant ce qui se passait dans le cockpit. Comment est-ce possible? Les pilotes n'ont-ils pas eu le temps de réagir? Ont-ils sous-estimé la gravité de la situation? Ou quelque chose d'autre était-il en train de se produire à bord? Pour le comprendre, il faut revenir au moment précis où le vol Air France 447 cesse soudainement de répondre aux contrôleurs aériens. Et c'est là que commence véritablement le mystère. Pendant que les derniers messages automatiques d'Air France 447 sont reçus au sol,
Le vol poursuit sa route dans l'obscurité de l'Atlantique. Du moins, c'est ce que tout le monde croit encore. Dans les centres de contrôle aérien, rien n'indique immédiatement qu'une catastrophe est en cours. Les avions traversent quotidiennement cette région du monde. Les communications radio peuvent parfois être espacées de plusieurs minutes. Les contrôleurs sont habitués à ces silences temporaires. Mais cette nuit-là, le silence va durer plus longtemps que prévu. Beaucoup plus longtemps. Un appel qui n'arrive jamais. Peu après avoir quitté la zone de responsabilité des contrôleurs brésiliens, l'Airbus doit normalement entrer en contact avec le contrôle suivant. Une procédure de routine, effectuée chaque jour par des centaines de vols internationaux. Les contrôleurs attendent l'appel. Quelques minutes passent, puis encore quelques minutes, toujours rien. Ils tentent de contacter l'appareil. Aucune réponse. Ils réessaient, toujours rien. Dans un premier temps, personne ne panique. Les communications radio au-dessus de l'océan peuvent parfois être difficiles. Des perturbations sont possibles, des erreurs de fréquence également. Mais plus le temps passe, plus l'absence de réponse devient inquiétante. Les minutes deviennent des heures. À mesure que les tentatives de contact se multiplient, une question commence à émerger. Pourquoi l'Airbus reste-t-il silencieux ? Les contrôleurs vérifient les procédures, examinent les données disponibles, contactent d'autres centres, interrogent les avions présents dans la région. Personne n'a entendu Air France 447. Personne ne semble savoir ce qui lui est arrivé. À cet instant précis, l'avion n'est pas encore officiellement considéré comme disparu. Mais quelque chose ne tourne pas rond, et les professionnels chargés de surveiller le trafic aérien le sentent immédiatement. Chaque minute qui s'écoule réduit les chances d'une simple explication technique. L'alerte commence à monter. Les heures passent. Toujours aucun contact. Toujours aucun signal radio. Toujours aucune confirmation de position. Les responsables d'Air France sont informés. Les autorités aéronautiques commencent à se mobiliser. Les premiers scénarios sont envisagés. Panne de communication, déviation imprévue, atterrissage d'urgence, incident technique majeur. À ce stade, personne ne possède encore la moindre certitude. Mais une hypothèse devient de plus en plus difficile à ignorer. L'Airbus pourrait avoir disparu. Le début de la course contre le temps. Lorsque l'ampleur de la situation devient évidente, les premières opérations de recherche sont déclenchées. Des avions sont mobilisés. Des navires sont alertés. Les autorités de plusieurs pays coordonnent leurs efforts. L'objectif est simple: retrouver rapidement l'appareil, ou au moins obtenir un indice sur sa position. Mais un problème colossal apparaît immédiatement. Personne ne sait exactement où chercher. La dernière position connue couvre une région immense, des milliers de kilomètres carrés d'océan, une étendue d'eau pratiquement infinie. Un avion sans trace. Les premiers appareils de recherche survolent l'Atlantique. Les équipages scrutent l'horizon, cherchent la moindre anomalie, le moindre débris, la moindre lueur. Mais l'océan ne révèle rien. Absolument rien. Aucune épave, aucune fumée, aucun radeau, aucun signal de détresse. Comme si l'Airbus s'était simplement volatilisé. Comme s'il avait disparu du monde en quelques minutes. Pour les familles des passagers, l'attente devient insoutenable. Pour les enquêteurs, chaque heure perdue complique davantage la recherche. Et pour les médias du monde entier, une nouvelle énigme aérienne est en train de naître. Une disparition totale. Les jours suivants, le constat devient impossible à éviter. Air France 447 a disparu. 228 personnes se trouvaient à bord. 228 vies dont personne ne connaît encore le sort exact.
Les seuls témoins disponibles sont désormais quelques messages automatiques reçus avant le silence. Quelques données incomplètes. Et un immense océan qui garde ses secrets. L'appareil semble avoir été englouti sans laisser de réponse immédiate. Sans survivant retrouvé. Sans explication claire. Sans preuve définitive. Les recherches viennent seulement de commencer. Mais déjà, les enquêteurs se heurtent à un obstacle gigantesque. L'océan Atlantique couvre plus de 100 millions de kilomètres carrés. Ses profondeurs atteignent parfois plusieurs milliers de mètres. Et l'endroit où l'avion a disparu figure parmi les zones les plus difficiles à explorer de la planète. Si l'Airbus repose quelque part sous ces eaux, comment espérer le retrouver ? Comment localiser quelques débris dans une immensité presque sans limite ? Et surtout, comment découvrir la vérité lorsqu'il n'existe aucune trace visible de la catastrophe ? Comment retrouver un avion disparu dans l'une des plus vastes étendues océaniques de la planète ? Pendant plusieurs jours, l'Atlantique semble garder le silence. Les avions de recherche survolent des milliers de kilomètres carrés. Les navires ratissent la zone. Les satellites sont mobilisés. Mais malgré tous ces moyens, Air France 447 reste introuvable. Pour les familles des 228 personnes à bord, l'attente devient insupportable. Chaque heure sans nouvelles nourrit l'espoir autant qu'elle renforce la peur. Puis, enfin, quelque chose apparaît. Une découverte au milieu de l'immensité. Quelques jours après la disparition de l'appareil, les équipes engagées dans les recherches repèrent des objets flottants à la surface de l'océan. Au début, personne ne peut affirmer avec certitude leur origine. L'Atlantique transporte toutes sortes de débris. Des fragments de bateaux, des déchets marins, des objets emportés par les courants. Mais lorsque les navires se rapprochent, le doute disparaît rapidement. Ces éléments proviennent bien d'un avion, et pas de n'importe lequel. Ils appartiennent à l'Airbus A330 d'Air France. Pour la première fois depuis la disparition du vol AF447, les enquêteurs possèdent une preuve tangible. L'appareil ne s'est pas simplement égaré. Quelque chose lui est arrivé. Quelque chose de grave. Les débris se multiplient. Au fil des jours, d'autres éléments sont retrouvés. Des morceaux de fuselage, des sièges, des équipements de cabine, des objets appartenant aux passagers. Chaque découverte est soigneusement répertoriée, photographiée, analysée, cartographiée. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment ces débris se sont dispersés. Leur position peut révéler des informations cruciales. La direction des courants, la zone de l'impact, la manière dont l'avion s'est désintégré. Car même les plus petits fragments peuvent raconter une histoire. Une histoire que personne ne connaît encore. Une découverte plus douloureuse encore. Puis, les recherches prennent une dimension encore plus tragique. Des corps sont retrouvés à la surface de l'océan. Pour les familles, c'est un choc immense. Mais pour les enquêteurs, c'est également une source d'information capitale. Les examens médico-légaux commencent immédiatement. Les spécialistes cherchent à déterminer ce que ces victimes peuvent révéler sur les derniers instants du vol. Certaines constatations attirent rapidement l'attention. Les corps ne présentent pas les signes que l'on associe parfois à une explosion en vol. Cette observation ne permet pas encore de tirer des conclusions définitives. Mais elle commence déjà à orienter l'enquête. Les théories se multiplient. Pendant ce temps, les spéculations explosent dans le monde entier. Les médias tentent de comprendre. Les experts avancent des hypothèses. Les chaînes d'information diffusent en continu les dernières découvertes. Certains évoquent une défaillance technique majeure. D'autres pensent à des conditions météorologiques exceptionnelles. Quelques théories plus spectaculaires apparaissent également. Erreur humaine, foudre, turbulence extrême, rupture structurelle. Mais malgré toutes ces hypothèses, personne ne possède encore la moindre preuve décisive.
un puzzle incomplet. Les débris retrouvés offrent des indices précieux, mais ils soulèvent également de nouvelles questions. Pourquoi l'appareil s'est-il retrouvé dans cette situation? Qu'est-ce qui a provoqué la perte de contrôle? Pourquoi aucun message de détresse n'a-t-il été envoyé? Et surtout, où se trouve le reste de l'avion? Car la plus grande partie de l'Airbus manque toujours à l'appel. Les moteurs, les ailes, le cockpit et surtout, les boîtes noires. Les 2 enregistreurs, capables de révéler ce qui s'est réellement passé, demeurent introuvables. L'Atlantique garde encore son secret. À mesure que les enquêteurs analysent les premiers indices, une certitude s'impose. La vérité ne se trouve pas à la surface. Elle repose probablement quelque part dans les profondeurs de l'océan, à plusieurs milliers de mètres sous les vagues, là où la lumière ne pénètre jamais, là où la pression est écrasante, là où aucun être humain ne peut descendre sans technologie spécialisée. Et tant que l'épave principale reste introuvable, les réponses demeurent hors d'atteinte. Les premiers débris ont enfin été retrouvés. Les premières victimes également. Les enquêteurs disposent désormais de véritables indices. Mais ces découvertes résolvent-elles le mystère? Ou ne font-elles qu'ajouter de nouvelles interrogations? Car chaque fragment récupéré semble raconter une partie différente de l'histoire. Une histoire encore incomplète. Une histoire dont les éléments essentiels manquent toujours. Au fond de l'Atlantique, quelque part dans l'obscurité, se trouvent peut-être les réponses que le monde entier recherche. Mais les enquêteurs peuvent-ils réellement se fier à ces premiers indices? Ces débris racontent-ils vraiment ce qui s'est passé? Quelques semaines après la disparition du vol Air France 447, les enquêteurs ont déjà récupéré de nombreux débris. Ils ont analysé les premiers indices, ils ont établi plusieurs hypothèses. Mais malgré tous ces efforts, une question essentielle demeure sans réponse. Que s'est-il réellement passé dans le cockpit durant les dernières minutes du vol? Pour le savoir, les enquêteurs ont besoin des 2 objets les plus précieux de toute l'enquête. Les boîtes noires. Ces enregistreurs sont conçus pour survivre aux catastrophes les plus violentes. Ils enregistrent les conversations du cockpit, les paramètres techniques de l'avion, les actions de l'équipage, les réactions des systèmes de bord. Autrement dit, ils contiennent peut-être toute la vérité. Mais il y a un problème. Personne ne sait où il se trouve. Une aiguille dans un océan. Au début, les enquêteurs restent optimistes. L'épave a forcément laissé des traces. Les boîtes noires sont équipées de balises acoustiques. Lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau, elles émettent un signal destiné à faciliter leur localisation. Sur le papier, tout semble prévu. Tout semble maîtrisé. Mais la réalité est bien différente. Les recherches se déroulent dans une région de l'Atlantique parmi les plus hostiles du globe. Une zone immense, isolée et incroyablement profonde. Les équipes savent approximativement où chercher. Mais approximativement, ce n'est pas suffisant. Lorsque les spécialistes étudient les cartes sous-marines de la région, ils découvrent un environnement cauchemardesque. Le fond de l'océan n'est pas une vaste plaine uniforme, comme beaucoup l'imaginent. Il ressemble davantage à une chaîne de montagnes englouties, avec des vallées, des falaises, des crevasses, des reliefs gigantesques. Certaines profondeurs dépassent 4000 mètres. À cette distance sous la surface, la pression est écrasante. La lumière n'existe plus. La température approche du point de congélation. Même les technologies les plus avancées atteignent leurs limites. Les premières recherches
de l'équipement de détection acoustique sont embarqués, des experts venus du monde entier participent aux opérations. Jour après jour, les équipes quadrillent la zone, scrutent les profondeurs, écoutent le moindre signal. Mais rien. Les fameuses balises acoustiques restent silencieuses. Ou peut-être sont-elles simplement trop loin, trop profondes, ou déjà hors de portée. Chaque journée qui passe réduit les chances de les retrouver rapidement. Car les balises ne peuvent pas émettre indéfiniment. Leur batterie possède une durée de vie limitée. Des millions dépensés sans résultat. Les mois passent. Les campagnes de recherche deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus coûteuses. Des navires hautement spécialisés parcourent l'Atlantique. Des équipements sophistiqués sont mobilisés. Des équipes entières travaillent jour et nuit. Les coûts explosent. Des millions de dollars sont engagés, puis des dizaines de millions. Pourtant, le résultat reste le même. Aucune boîte noire, aucune épave principale, aucune réponse définitive. Chaque mission se termine par une immense frustration. L'échec après l'échec. À plusieurs reprises, les enquêteurs pensent avoir trouvé une piste prometteuse. Une anomalie sur les cartes, un signal étrange, une zone qui mérite d'être explorée davantage. L'espoir renaît, puis s'effondre. Encore et encore. Les recherches sont ralenties par la météo, par les courants, par l'immensité de la zone, par la difficulté extrême des opérations. Pendant ce temps, les familles attendent toujours des réponses. Et le monde entier commence à se demander si la vérité sera un jour connue. Les enregistreurs fantômes. Plus les mois passent, plus une idée inquiétante prend forme. Et si les boîtes noires ne pouvaient jamais être retrouvées? Après tout, l'océan a déjà englouti d'innombrables épaves au cours de l'histoire. Certaines n'ont jamais été localisées. D'autres n'ont été découvertes que plusieurs décennies plus tard. L'Airbus AF447 pourrait-il rejoindre cette liste? Les enquêteurs disposent de débris, de messages automatiques, d'hypothèses. Mais sans les enregistreurs, il manque toujours le témoignage le plus important, le seul capable de raconter exactement ce qui s'est passé à bord. Un mystère au bord de l'impasse. À mesure que le temps s'écoule, l'enquête semble approcher d'une impasse. Les spécialistes accumulent les théories, mais aucune ne peut être confirmée avec certitude. Les familles réclament des réponses. Les experts réclament des preuves. Le monde réclame la vérité. Mais la vérité repose peut-être à plusieurs kilomètres sous les vagues, dans une obscurité totale, hors d'atteinte. Les recherches ont mobilisé des moyens considérables. Des navires spécialisés, des technologies de pointe, des millions de dollars. Pourtant, les boîtes noires restent introuvables. Et sans elles, les dernières minutes du vol demeurent un mystère. Les enquêteurs possèdent des indices, mais aucun récit complet, aucune certitude absolue, aucune explication définitive. Le temps joue désormais contre eux, car chaque jour qui passe éloigne un peu plus la possibilité de découvrir la vérité. Alors, une question commence à inquiéter tout le monde. Sans les boîtes noires, l'enquête est-elle condamnée à rester inachevée? Les mois deviennent des années. Après l'échec des premières campagnes de recherche, l'enquête sur le vol Air France 447 semble s'enfoncer dans une impasse. Les débris retrouvés à la surface ont livré quelques indices. Les messages automatiques ACARS ont permis d'écarter certaines hypothèses. Mais les réponses essentielles manquent toujours. Sans les boîtes noires, personne ne peut reconstituer avec certitude les dernières minutes du vol. Pour les familles des victimes, chaque anniversaire de la catastrophe ravive la douleur. Pour les enquêteurs,
Chaque mois qui passe réduit l'espoir de retrouver un jour les enregistreurs. Et pourtant, quelque part dans les profondeurs de l'Atlantique, la vérité attend toujours. Une dernière tentative. Face à l'absence de réponse, les autorités prennent une décision importante. Une nouvelle campagne de recherche sera lancée. Cette fois, il ne s'agit plus de ratisser approximativement une immense zone océanique. L'objectif est beaucoup plus ambitieux. Trouver l'épave elle-même. Les spécialistes réexaminent chaque donnée disponible, chaque message ACARS, chaque débris récupéré, chaque courant marin observé depuis la catastrophe. Des modèles informatiques extrêmement sophistiqués sont utilisés. Les scientifiques tentent de remonter le temps, de comprendre comment les courants ont déplacé les débris, et surtout, d'estimer l'endroit où l'avion a pu sombrer. Les machines qui explorent l'impossible. Pour cette nouvelle mission, les enquêteurs disposent d'armes technologiques inédites. Des robots sous-marins, capables de plonger à plusieurs milliers de mètres. Des sonars à haute définition. Des systèmes de cartographie du fond océanique d'une précision exceptionnelle. Ces machines peuvent explorer des zones où aucun plongeur ne pourrait survivre. À près de 4000 mètres de profondeur, la pression est plus de 400 fois supérieure à celle ressentie à la surface. Le moindre équipement doit être conçu pour résister à un environnement extrême. Une erreur, une fissure, une panne, et la mission peut être compromise. Mais les équipes savent qu'elles jouent peut-être leur dernière carte, à la recherche d'un fantôme. Les navires spécialisés repartent vers l'Atlantique. Pendant des semaines, les robots parcourent méthodiquement les profondeurs. Ils photographient le fond marin, scannent les reliefs, inspectent chaque anomalie. Les journées s'enchaînent. Puis les semaines. Comme lors des campagnes précédentes, les résultats tardent à venir. L'espoir commence à vaciller. Une nouvelle fois. Car retrouver un avion au fond de l'océan revient presque à chercher une aiguille dans plusieurs montagnes de foin. Une découverte inattendue. Puis, un jour, tout change. Les opérateurs observent quelque chose d'inhabituel sur leurs écrans. Une forme, puis plusieurs. Des éléments qui ne ressemblent pas à des formations naturelles. Les robots sont redirigés vers la zone. Les caméras descendent davantage. Lentement, très lentement. Et soudain, l'incroyable apparaît. L'épave d'Air France 447. Le secret de l'Atlantique. Près de 2 ans après la catastrophe, l'avion disparu est enfin retrouvé. Des morceaux du fuselage reposent sur le fond océanique. Des moteurs sont visibles. Des éléments de structure apparaissent dans la lumière artificielle des robots. Pour les enquêteurs, c'est un moment historique. Pendant des années, l'Atlantique a protégé son secret. Et maintenant, ce secret commence enfin à se dévoiler. Mais la découverte de l'épave n'est qu'une première étape, car les objets les plus importants restent à retrouver. La chasse finale. Les équipes concentrent désormais tous leurs efforts sur une cible précise. Les 2 boîtes noires. Quelque part dans ce champ de débris, reposent peut-être les enregistrements du cockpit, les données techniques du vol, les réponses attendues depuis près de 2 ans. Mais rien ne garantit qu'elles soient encore exploitables. Pendant 23 mois, elles ont subi une pression gigantesque. Le froid extrême, l'eau salée, les mouvements du fond marin. Même retrouvées, auront-elles encore quelque chose à raconter ? Après 2 années d'incertitude, l'épave d'Air France 447 a finalement été localisée. Une découverte que beaucoup commençaient à croire impossible. Les enquêteurs sont désormais plus proches que jamais de la vérité. Mais une dernière inconnue demeure.
la plus importante de toutes. Les 2 témoins silencieux de la catastrophe sont toujours quelque part dans les profondeurs. Et même s'ils sont retrouvés, personne ne sait encore dans quel état ils se trouvent. Après près de 2 années passées sous environ 4000 mètres d'eau, les boîtes noires ont-elles survécu? Lorsque l'épave d'Air France 447 est finalement découverte au fond de l'Atlantique, l'attention du monde entier se porte immédiatement sur 2 objets. 2 objets relativement petits, mais dont la valeur est inestimable. Les boîtes noires. Depuis près de 2 ans, elles reposent dans l'obscurité totale. À près de 4000 mètres sous la surface, soumises à une pression colossale, à un environnement parmi les plus hostiles de la planète. Pour les enquêteurs, une seule question compte désormais. Ont-elles survécu? Une opération délicate. Les robots sous-marins poursuivent leur exploration du champ de débris. Chaque mouvement est minutieusement contrôlé depuis les navires en surface. Les caméras inspectent les moindres détails. Les bras mécaniques avancent avec une précision extrême. Puis, enfin, l'un des enregistreurs est localisé. Quelques jours plus tard, le second est retrouvé à son tour. L'émotion est immense. Après des années d'incertitude, les 2 témoins les plus importants de la catastrophe existent toujours. Ils sont remontés lentement vers la surface, manipulés avec un soin exceptionnel, car ils contiennent peut-être les réponses que le monde entier attend depuis 2009. Une attente insoutenable. Une fois récupérés, les enregistreurs sont transférés vers des laboratoires spécialisés. Les experts savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Le moindre dommage lors de l'ouverture pourrait compromettre des informations essentielles. Pendant ce temps, les familles des victimes attendent. Les médias attendent. Les enquêteurs attendent. Car personne ne sait encore si les données ont survécu. Les mémoires électroniques pourraient avoir été détruites, corrodées ou rendues illisibles. Après 23 mois sous l'océan, tout est possible. Le miracle des enregistrements. Puis, la nouvelle tombe. Les données sont exploitables. Les enregistreurs ont résisté. Les conversations du cockpit sont toujours présentes. Les paramètres techniques du vol également. Pour les enquêteurs, c'est un tournant historique. Pour la première fois, ils ne dépendent plus uniquement d'hypothèses. Ils disposent désormais des faits, des événements réels, des paroles prononcées dans les derniers instants. Le cockpit ressuscite. Les spécialistes commencent alors un travail colossal. Minute après minute, seconde après seconde. Ils reconstruisent le déroulement exact de la catastrophe. Les données techniques sont synchronisées avec les conversations enregistrées. Chaque action est comparée aux réactions de l'appareil. Chaque alarme est replacée dans son contexte. Progressivement, une image cohérente commence à émerger. Une image très différente de certaines théories avancées jusque-là. Ce que les enquêteurs découvrent. Les premiers résultats surprennent de nombreux spécialistes. L'avion n'a pas explosé. Il ne s'est pas désintégré brutalement en plein ciel. Il n'a pas été victime d'un attentat. Les enregistrements révèlent au contraire une succession d'événements beaucoup plus complexes. Une série de décisions, d'alarmes, de réactions humaines. Et de circonstances inattendues. Les enquêteurs comprennent peu à peu que la catastrophe ne s'est pas produite en quelques secondes. Elle s'est construite progressivement, minute après minute, dans un cockpit confronté à une situation extrêmement difficile. Les dernières minutes reprennent vie. À travers les voix enregistrées, les spécialistes revivent les derniers instants du vol. Ils entendent les alarmes, les échanges entre les pilotes, les interrogations, les tentatives pour comprendre ce qui se passe. Pour la première fois, le silence qui entourait la disparition d'Air France 447 commence à se briser.
l'avion raconte enfin son histoire. Une histoire bien plus troublante que ce que beaucoup imaginaient. Une vérité inattendue. Plus les enquêteurs avancent dans l'analyse, plus une réalité dérangeante apparaît. La catastrophe n'est pas le résultat d'une seule panne spectaculaire. Elle semble être née d'un enchaînement d'événements qui, pris séparément, paraissent parfois anodins. Mais réunis dans certaines circonstances, ils deviennent mortels. La question n'est plus seulement de savoir ce qui est arrivé. La question est désormais de comprendre comment cela a pu arriver. Après presque 2 années de silence, les boîtes noires ont finalement livré leur témoignage. Les enquêteurs disposent enfin d'une chronologie précise, de conversations authentiques et d'informations techniques détaillées. Mais ce qu'ils découvrent va bouleverser plusieurs certitudes. Car les derniers instants du vol AF447 ne ressemblent pas à ce que beaucoup imaginaient. Dans le cockpit, les événements se sont déroulés d'une manière inattendue, parfois confuse, parfois incompréhensible. Et lorsque les enquêteurs reconstituent entièrement les 4 dernières minutes du vol, une nouvelle question surgit immédiatement. Ce que les pilotes ont vécu est-il conforme à ce que les enquêteurs imaginaient ? Après des années d'enquête, après des milliers d'heures d'analyse, après la récupération des boîtes noires, les enquêteurs peuvent enfin reconstituer les dernières minutes du vol Air France 447. Minute par minute, seconde par seconde. Et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. La catastrophe ne commence ni par une explosion, ni par une panne moteur, ni par une défaillance structurelle spectaculaire. Elle débute par un événement que l'aviation connaît déjà. Un incident considéré comme rare, mais pas exceptionnel. Un incident qui, à lui seul, n'aurait jamais dû provoquer la destruction d'un Airbus moderne. Les sondes pilotes se figent. Au cœur de la nuit. L'appareil traverse une zone orageuse à haute altitude. À l'extérieur, les températures sont extrêmement basses. Des cristaux de glace se forment dans l'atmosphère. Puis, les sondes pilotes de l'appareil commencent à être perturbées. Ces petits capteurs, situés à l'extérieur du fuselage, mesurent la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Une information essentielle pour les ordinateurs de bord. Pendant quelques instants, les données de vitesse deviennent incohérentes. Les systèmes de l'avion ne peuvent plus déterminer avec certitude quelle information est correcte. Et soudain, tout change. L'autopilote se déconnecte. Une alarme retentit. Le pilote automatique se désengage. En une fraction de seconde, l'avion passe du mode automatique au pilotage manuel. Les pilotes doivent désormais contrôler eux-mêmes l'appareil. Dans la nuit, au milieu des nuages, sans horizon visible. Pour un équipage expérimenté, la situation est sérieuse, mais elle reste théoriquement gérable. Des événements similaires se sont déjà produits dans l'aviation. Et la plupart du temps, ils se terminent sans accident. Pourtant, cette fois sera différente. Quelques secondes de confusion. Dans le cockpit, les pilotes cherchent à comprendre ce qui se passe. Les alarmes apparaissent, puis disparaissent, puis réapparaissent. Les informations disponibles deviennent plus difficiles à interpréter. L'équipage doit agir rapidement, mais il doit aussi comprendre une situation qui évolue constamment. Les boîtes noires révèlent alors un détail crucial. L'un des pilotes effectue une action qui va modifier radicalement le destin du vol. L'erreur fatale. Au lieu de maintenir une trajectoire stable, le nez de l'appareil est relevé. L'Airbus commence à monter. Pendant quelques instants, cette réaction peut sembler logique, mais elle entraîne une conséquence dangereuse. La vitesse réelle de l'avion diminue progressivement. Puis encore, jusqu'à atteindre une zone critique. Soudain, une nouvelle alarme retentit dans le cockpit. Une alarme redoutée par tous les pilotes. L'avion décroche. Le décrochage. Dans l'imaginaire collectif,
Un décrochage ressemble souvent à une chute brutale vers le sol. La réalité est plus complexe. L'appareil continue d'avancer, mais ses ailes ne produisent plus suffisamment de portance. Il cesse de voler normalement. À partir de cet instant, l'Airbus entre dans une situation extrêmement dangereuse. Et pourtant, les pilotes ne semblent pas immédiatement comprendre l'ampleur du problème. L'avion continue de perdre de l'altitude, mais le nez reste souvent orienté vers le haut. Le décrochage persiste. Encore et encore. Les dernières minutes. Les conversations enregistrées dans le cockpit deviennent de plus en plus tendues. Les pilotes échangent rapidement, tentent de comprendre, cherchent une solution. Le commandant de bord revient dans le cockpit. Il découvre une situation déjà critique. Les alarmes continuent de retentir. L'altitude diminue rapidement. Les secondes passent. Les pilotes essaient de reprendre le contrôle. Mais l'appareil reste dans une situation aérodynamique extrêmement dégradée. À cet instant, personne dans le cockpit ne semble encore mesurer pleinement ce qui est en train de se produire. Les dernières paroles. Les boîtes noires enregistrent les ultimes échanges. Des paroles courtes, rapides, marquées par l'urgence. Les pilotes continuent de chercher une issue, jusqu'au dernier instant. Puis, les enregistrements s'interrompent. Après 4 minutes et 23 secondes de lutte, le vol Air France 447 percute la surface de l'Atlantique. 228 personnes perdent la vie. Le silence revient. Un silence qui durera près de 2 ans avant que les boîtes noires ne révèlent enfin leur histoire. Ce que l'enquête révèle. Pour les spécialistes, la conclusion est bouleversante. L'accident n'est pas le résultat d'une seule panne catastrophique. Les sondes pitot ont effectivement été perturbées par le givre. Mais cette anomalie était temporaire. Quelques dizaines de secondes plus tard, les informations de vitesse recommencent à redevenir cohérentes. Le véritable drame s'est joué ailleurs. Dans la compréhension de la situation, dans les réactions humaines, dans une succession d'événements qui ont transformé une difficulté sérieuse en catastrophe irréversible. Pendant des années, le monde a cherché une explication complexe, une panne extraordinaire, un événement exceptionnel. Mais la vérité révélée par les boîtes noires est bien plus troublante. Tout a commencé par quelques sondes perturbées par le givre. Un incident connu, étudié, et déjà rencontré auparavant dans l'aviation. Pourtant, en seulement quelques minutes, cette anomalie a conduit à la perte d'un Airbus moderne et de ses 228 occupants. Comment une chaîne d'événements apparemment banals a-t-elle pu produire une tragédie d'une telle ampleur ? Comment un incident aussi banal a-t-il pu conduire à la mort de 228 personnes ? Enfin, une réponse. Après des années de recherche, après des milliers d'heures d'investigation, après l'analyse minutieuse des boîtes noires, après l'étude de millions de données, l'enquête touche enfin à sa conclusion. Le mystère qui a tenu le monde en haleine commence à se dissiper. Pour les familles des victimes, pour les enquêteurs, pour l'industrie aéronautique tout entière, il est temps de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et surtout, d'en tirer les leçons. Les conclusions officielles. Les enquêteurs établissent progressivement une chronologie précise. L'accident ne résulte pas d'une seule cause. Il est la conséquence d'une chaîne d'événements. Une succession de facteurs techniques et humains qui, réunis dans les mauvaises circonstances, ont conduit à la catastrophe. Tout commence avec la perturbation temporaire des sondes pitot. Cette anomalie provoque la perte momentanée d'informations fiables sur la vitesse de l'appareil. Le pilote automatique se désengage. Les pilotes doivent reprendre les commandes. Jusqu'ici,
La situation reste théoriquement récupérable. Mais dans l'obscurité, sous la pression, au milieu des alarmes, une série de décisions va progressivement placer l'avion dans une situation dont il ne parviendra jamais à sortir. L'un des aspects les plus sensibles de l'enquête concerne les réactions de l'équipage. Les pilotes ne manquaient ni d'expérience, ni de professionnalisme, ni de courage. Ils ont été confrontés à une situation extrêmement complexe, dans un environnement particulièrement difficile. Mais les enregistrements montrent que l'équipage n'a pas immédiatement identifié le décrochage aérodynamique dans lequel l'avion était entré. Cette incompréhension va devenir l'élément central de la catastrophe. Car tant que le problème réel n'est pas correctement identifié, la solution reste hors de portée. Les pilotes continuent de lutter contre un danger qu'ils ne perçoivent pas totalement. Et chaque seconde qui passe réduit leurs chances de récupérer l'appareil. Des failles plus profondes. Mais l'enquête ne s'arrête pas aux actions du cockpit. Les spécialistes comprennent rapidement qu'il serait trop simple de tout attribuer aux seules erreurs humaines. Car derrière les décisions prises cette nuit-là, se cachent également des questions plus larges. Les procédures étaient-elles suffisamment adaptées? La formation préparait-elle réellement les équipages à ce type de situation? Les systèmes d'alerte étaient-ils assez clairs dans un contexte aussi complexe? Ces interrogations vont provoquer une remise en question importante dans le monde de l'aviation. L'accident d'AF447 révèle que même les avions les plus modernes peuvent exposer les équipages à des situations extrêmement déroutantes. Une révolution silencieuse. Les enseignements tirés de la catastrophe vont rapidement conduire à des changements majeurs. Les procédures de formation sont renforcées, les entraînements au décrochage à haute altitude sont revus, les équipages sont davantage préparés à faire face à des informations contradictoires. Les constructeurs et les compagnies aériennes réexaminent également certains équipements. Des améliorations sont apportées aux sondes Pitot, de nouvelles recommandations sont mises en œuvre. Partout dans le monde, l'accident d'Air France 447 devient un cas d'école. Une tragédie étudiée afin qu'elle ne se reproduise jamais. Derrière les chiffres. Mais au-delà des rapports techniques, au-delà des conclusions officielles, au-delà des statistiques, il y a 228 vies. 228 histoires interrompues. 228 familles bouleversées. 228 destins qui ne sont jamais arrivés à Paris. Parmi les passagers se trouvaient des enfants, des parents, des étudiants, Des professionnels. Des voyageurs qui pensaient simplement rentrer chez eux. Pour leurs proches, le temps n'efface jamais totalement l'absence. L'héritage du vol AF447. Aujourd'hui encore, le vol Air France 447 demeure l'un des accidents les plus étudiés de l'histoire moderne de l'aviation. Non seulement en raison de son ampleur, mais aussi parce qu'il a profondément transformé la manière dont les équipages sont formés. Chaque pilote qui s'entraîne à gérer une perte d'indication de vitesse, chaque simulateur qui reproduit un décrochage à haute altitude, chaque amélioration apportée aux procédures de sécurité, porte en partie l'héritage de cette catastrophe. Conclusion finale. Pendant près de 2 ans, l'océan Atlantique a conservé son secret. Puis, les boîtes noires ont parlé. Et grâce à elles, le monde a finalement compris ce qui s'était produit dans la nuit du 1er juin 2009. La vérité n'était ni spectaculaire, ni mystérieuse, ni surnaturelle. Elle était profondément humaine. Une combinaison de circonstances, d'incertitudes, d'erreurs, et de quelques minutes durant lesquelles personne ne comprenait pleinement ce qui était en train de se produire. Le vol Air France 447 n'a pas seulement changé l'histoire de l'aviation. Il a rappelé au monde entier qu'au-delà des technologies les plus sophistiquées, quelques minutes d'incompréhension,
peuvent suffire à provoquer l'impensable. Et c'est précisément pour cette raison que son histoire continue d'être racontée aujourd'hui, afin que les leçons apprises dans cette nuit tragique ne soient jamais oubliées. Si ce documentaire vous a permis de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, au-dessus de l'Atlantique, vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne. Chaque semaine, nous revenons sur les grandes énigmes, les catastrophes et les histoires vraies qui ont marqué notre monde. Merci de votre confiance. Et n'oublions jamais les 228 victimes du vol Air France 447.